bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Christian Legrand, connecté depuis la France et plus précisément de Lille, dans les Hauts-de-France. Christian va nous présenter de l'individuation à la pleine présence. Bonsoir Christian. Bonsoir Yotis et bonsoir à tous les synergiens et synergiennes. Alors Christian, comment vas-tu? Comment te sens-tu ce soir? Un peu le trac, un peu flippé, mais je pense que ça va le faire. Alors, Christian, moi j'ai une petite question là, vu que j'ai pu un peu approfondir ta bio, je sais certaines choses que tu fais en parallèle. J'aimerais te poser une question et pour cela, je te prête une baguette magique. Avec cette baguette magique, tu as la possibilité d'inviter 3 personnes. Alors, bien sûr, à part Jung, ok? Alors, 3 personnes, qu'elles soient mortes, vivantes ou de fiction, peu importe, à un dîner. Qui inviterais-tu? Et que mangeriez-vous? Je vais peut-être commencer par ce qu'on pourrait manger. Ça va me permettre de Ok. gagner du temps. Je suis passionné de cuisine thaï, donc je crois que je ferai une salade de papaye verte suivie d'une soupe de fruits de mer thaï, accompagnée de vin rouge de mon choix. Et alors, qui j'inviterais s'il n'y a pas Jung? Je crois que j'aimerais bien inviter Einstein, Ah, car je trouve qu'il a dans ses propos beaucoup de choses qui nous relient aussi à la spiritualité, dont on va un peu parler ce soir. J'inviterai Erwin Laszlo, que j'adore, dans sa vision unifiée du monde, et puis un ami qui est parti un peu vite. J'inviterai aussi Guy Corneau. ok. Voilà, ce serait pas mal. Je pense qu'on pourrait bien philosopher tous les quatre. Et il découvrirait donc les recettes thaï de Christian Legrand. Incroyable. C'est Moi ça. aussi, j'ai envie de les découvrir d'ailleurs, hein. Je suis fan aussi de Resto Thaï et compagnie. Donc voilà. Alors, merci Christian. Alors Christian, ton histoire commence dans la simplicité rurale de Eu, en Normandie, où tu es né le 28 septembre 1960. Fils de la terre et de parents agriculteurs, tu as grandi dans l'authenticité d'une ferme isolée où chaque défi a forgé ta résilience. Ton enfance marquée par la solitude et des épreuves significatives t'a préparé à embrasser un avenir riche en couleurs. Dès l'âge de 21 ans, tu t'es lancé dans l'aventure du mariage, une étape qui t'a rapidement conduit à la paternité de 2 enfants. L'arrivée de ton fils autiste t'a ouvert les yeux sur un monde nouveau, t'enseignant l'importance de l'acceptation et de la diversité. Professionnellement, tu as gravi les échelons avec agilité, devenu ingénieur commercial en informatique, puis responsable d'une business unit. Tu as trouvé ta place à Lille en 1988, une ville qui est devenue ta demeure de cœur. Le tournant du millénaire a marqué un chapitre sombre mais transformateur pour toi. Le suicide de ton ex-femme Isabelle a été un coup dur, te laissant seul avec 2 adolescents. Cette période de remise en question t'a mené vers une formation de psychanalyste jungien, tout en jonglant avec ta carrière de business développeur dans des lieux exotiques. 2008 a été l'année de la réinvention. Un plan social t'a amené à réfléchir sur ta vocation, te poussant vers une nouvelle direction, devenir psychanalyste et coach. Ta découverte de Coaching Ways lors d'un salon professionnel a été une révélation te propulsant dans une nouvelle trajectoire professionnelle. Tu as saisi cette opportunité pour t'installer comme psy et coach et lancer une antenne de l'EPA à Lille. Ta rencontre avec Max Meulemans, fondateur de Coaching Ways, a été un catalyseur te donnant l'impulsion pour relancer l'entreprise en France. En 2011, tu as brillé au salon créé, inscrivant 17 participants pour le PAI 1 de Lille et élargissant par la suite ton influence à Paris, Aix-en-Provence et au-delà. Malgré tes succès, une période de déprime t'a conduit à explorer les nuances entre solitude et être seul, une introspection fructueuse pour ton développement personnel. L'arrivée de Caroline Pinguet dans ta vie a été un tournant joyeux. Devenue ta compagne et associée en 2016, elle a été un moteur dans l'ascension de Coaching Ways, élargissant son impact et sa portée. Aujourd'hui, tu continues de diriger Coaching Ways avec Caroline tout en animant des soirées découvertes et des formations notamment sur l'individuation au service de la présence. Dans ta vie
vie personnelle, tu es un artiste peintre passionné, un cycliste, un gourmet, trouvant du réconfort et de la joie dans la cuisine, le vin et ta passion pour la cavisterie. Inspiré par Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh, ta quête du sens de la vie reste ton étoile du Nord. Tu as dédié ta vie à explorer et partager les mystères de l'existence. Christian, ton parcours est celui d'un homme qui a transformé chaque obstacle en un tremplin, un voyage fascinant de résilience, d'adaptation et d'une quête inlassable de sens. Tu es donc un modèle de réussite personnelle et professionnelle, une histoire de transformation inspirante pour toutes et tous. Alors, Christian, maintenant qu'on te connaît un tout petit peu mieux, que pourrais-tu rajouter pour que l'on puisse en savoir davantage sur toi? Ouais, je crois que c'est assez complet. Je dirais peut-être en synthèse que je suis un autodidacte curieux, résilient, oui, c'est vrai. Et c'est tout. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est assez fidèle à la réalité. Alors Christian, tu vas nous présenter de l'individuation à la pleine présence. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous présenter ce webinaire plutôt qu'un autre? En fait, je pense que la pleine présence est possible si on a une bonne connaissance de soi. Et l'individuation est un chemin qui permet d'avoir une plus grande conscience de qui l'on est. Et je pense que dans le contexte actuel où le coaching est parfois un peu galvaudé, un peu malmené, où il y a parfois des amalgames, de mettre en évidence que ICF est très vigilant à l'éthique, et notamment dans le fait d'être supervisé et mentoré pour gagner en présence. Donc c'est un peu le sens du webinaire. Merci Christian, je t'invite à commencer ta présentation et moi je m'éclipse et reste connecté vocalement comme d'habitude. Merci Yotis. Alors ce soir, le programme du webinaire, je vais d'abord vous parler du cadre de mon intervention. Je vais faire des rappels sur les origines de la psychologie et nous irons ensuite dans la majeure partie de la soirée donc sur le processus d'individuation que Jung a théorisé, la notion d'intuition et de synchronicité. Je vous partagerai des anecdotes et on fera un lien en fin de soirée sur l'individuation et la présence. Alors déjà par rapport au cadre, ce soir, ne croyez pas ce que je vais vous dire, ce que je vais vous présenter. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Par contre, si ça résonne en vous, alors peut-être que ça peut avoir un peu de crédit. Et quand je dis cela, je me réfère aussi à Jung, qui souvent était questionné sur c'est quoi être jungien. Et comme il avait beaucoup d'humour, il répondait je ne sais pas, je ne le suis pas moi-même. Et puis, il disait, en étant un peu plus sérieux, être jungien, ce serait expérimenter par soi-même et ce serait remettre en question ce que dit Jung. Et il y a une anecdote assez drôle où il était avec deux de ses élèves près du lac de Constance, au bord du lac de Constance. Et ces deux élèves apprêtaient à se baigner. Et avant de plonger, l'une d'elles dit je vais plonger dans l'inconscient collectif. Et Jung lui répond vous croyez à ces sottises? Et l'idée était effectivement d'expérimenter par soi-même. Alors ce soir, je vais vous partager mon expérience, ma quête, comme l'a dit Otis, comprendre le sens de la vie. Ça m'a souvent trotté dans la tête et ça me trotte encore dans la tête parfois. Ça m'a donné des ressources, une vision nouvelle pour aborder le monde. Et l'idée ce soir, c'est de vous la partager. Et le sens de la vie, je trouve qu'il est assez bien résumé par Einstein, qui dans une lettre à sa fille écrit « La plus puissante et la plus invisible des forces de l'univers est l'amour. L'amour est lumière parce qu'il illumine celui qui la donne et celui qui la reçoit. L'amour est gravité car il permet l'attirance des êtres les uns envers les autres. » Et dans cette phrase, il fait en quelque sorte un parallèle entre la psyché et la physique quantique, puisqu'une particule peut être à la fois particule, l'attraction et lumière. Enfin, dans l'exigence scientifique, rien n'est plus vulnérable que la théorie scientifique, qui est une tentative éphémère de comprendre des faits et non une vérité absolue.
De mon point de vue, l'humilité est l'une des clés. Seule une observation globale de la réalité complète peut avoir une réelle pertinence. Et là, je citerai Erwin Laszlo, qui, dans son livre Science et champ akashique, essaie de comprendre le monde, la réalité globale, je veux dire. Voilà pour le cadre. Alors, si on va dans l'introduction à la psychologie, l'origine de la psychologie, c'est l'étude de l'âme, de la vie mentale, de l'appareil psychique. Avant Freud, ce qui était psychique était conscient et ce qui était conscient était psychique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas la notion d'inconscient. Freud va préciser, spécifier 3 instances, le ça, siège de l'énergie sexuelle, et il va être beaucoup attaqué là-dessus, car il résume pour beaucoup l'inconscient en relation avec la sexualité. L'unité est la pulsion qui a pour caractéristique d'investir un objet de satisfaction. Au départ, l'objet, c'est la mère, c'est-à-dire l'enfant va prendre du plaisir, tirer une satisfaction avec le sein de maman. Et puis, au fil du temps, comprenant que la sexualité avec maman n'est pas possible, va se former une autre instance, une autosexualité qui peut être orale, anale et génitale. Le moi, c'est le résultat du modelage du ça au contact du réel, et le contact du réel va se confronter au surmoi, c'est-à-dire là où siègent tous les interdits. On parle aussi de garde-fou. Selon Freud, les conséquences sont la frustration qui est liée au conflit entre les pulsions du ça et les interdits du surmoi, qui vont générer des angoisses. Puis, au fil du temps, grandissant, vont naître des mécanismes de défense. Le premier d'entre eux est souvent la projection, c'est-à-dire projeter sur l'autre une partie refoulée dans l'ombre. Ça va être assez central ce soir d'aborder ce sujet. Il pourra y avoir aussi la somatisation qui est transformée en maladie. Il peut y avoir aussi l'idéalisation et enfin la sublimation. La sublimation, peut-être ça va faire rire certains, c'est de partir d'un refoulement, d'un fantasme. Par exemple, j'ai le fantasme du voyeurisme, eh ben, je peux en faire un métier en devenant thérapeute ou coach. Et je pense que peut-être ce soir, parmi les personnes qui sont présentes, pas mal ont sublimé un fantasme de voyeurisme. On pourrait rajouter le chirurgien qui a le fantasme au départ de découper les gens en morceaux et il en fait un métier qui sera bien rémunéré. Alors Jung, je vous conseille un film assez exceptionnel qui s'appelle Dangerous Method, va au départ être dans, je dirais, l'idéalisation de Freud, car il est plus jeune et il va s'appuyer sur ce que Freud propose. Et lors d'une rencontre qui va durer, je crois, une quinzaine d'heures, ils vont beaucoup discuter. Et le problème, c'est que Jung est dans le doute, mais le doute au sens Toltec, c'est-à-dire qu'il ne croit que ce qu'il expérimente. Et surtout, il a l'intuition que ça ne se résume pas à cette notion de moi, de surmoi et de ça qui constitue l'ego. Mais il va nous proposer assez vite au fil du temps le processus d'individuation qui quelque part vient du Tao, du Yiking chinois, qu'il va beaucoup étudier. Et le principe de ce processus d'individuation, c'est d'abord de prendre conscience que j'ai un ego. Et souvent, c'est la thérapie qui va me permettre de comprendre que j'ai un ego. Et assez vite, de ne plus m'identifier à lui, c'est-à-dire de me mettre en observateur et de comprendre que cet ego est constitué de mon adaptation au monde et qu'il m'a servi, mais que par contre, je peux aujourd'hui ne plus m'identifier à lui. Et en ne m'identifiant plus à lui, je vais pouvoir l'accueillir et le transcender. C'est le processus initiatique relié à ce processus d'individuation. Alors, on va détailler tout ça sur les slides qui suivent.
Le soi, selon Jung, notre âme, est un continuum de conscience, présent au-delà du temps, dont nous avons souvent perdu la conscience dans les premiers mois, les premières années de notre vie, par souci de cohérence. Et là, je vais vous partager deux anecdotes. La première est racontée par un thérapeute québécois. C'est l'histoire de Marie, qui a 5 ans, et sa maman vient d'accoucher d'un petit frère, et elle rentre à la maison, le petit frère a 3-4 jours, et elle demande à ses parents à être seule avec le bébé. Les parents, au départ, hésitent un peu, et puis se disent, il y a le babyphone, ça devrait le faire. Et ils entendent Marie dire à son petit frère, parle-moi de Dieu, parce que moi, je suis en train de perdre le contact. Et une seconde anecdote, c'est une élève de l'EPA, de l'école de thérapie que je faisais, qui était dans ma promotion, une maman qui nous dit, ma fille m'a partagé quelque chose cette semaine, elle m'a dit, maman, je ne veux pas grandir, car quand on grandit, on n'aime plus. Et donc ce serait vers 4-5 ans, ce qu'on appelle la chute de l'ange, que nous nous coupons de notre âme, de notre soi. L'ombre est ce qui est refoulé dans l'inconscient. Une partie est individuelle et une autre est collective, constituant un aspect de l'inconscient collectif. C'est-à-dire qu'on va avoir probablement des parts d'ombre qui sont reliées à notre lignée, à notre milieu, voire à notre pays. On peut par exemple imaginer qu'il existe une part d'ombre collective du peuple allemand qui est reliée à l'Holocauste. Et donc, un peu comme des poupées russes, on va avoir des parts d'ombre qui vont nous être propres, puis d'autres qui vont être plus reliées au collectif. Schématiquement, ça donne ça, c'est-à-dire que une part de l'ombre est individuelle, une part est collective. Et dans l'ombre, on va aborder ce soir aussi la notion d'anima et d'animus, de masculin et de féminin en nous. L'ego a une partie consciente, je suis conscient d'une partie de mon ego et une grande partie est inconsciente. Et l'ombre est toujours inconsciente. Enfin, la persona, le personnage que je joue, là aussi, une partie est consciente et une partie est inconsciente, et le soi constitue l'ensemble avec la dimension du soi individuel et aussi du soi collectif. Jung l'appelle l'anima mundi, l'âme du monde. La dimension du soi est devenue inconsciente d'elle-même, parce que non reconnue. Le soi est notre dimension fondamentale et va tout faire pour redevenir consciente d'elle-même. C'est le processus d'individuation. Et c'est vers la quarantaine, alors ça peut être plutôt chez les femmes, 30-35 parfois, puis plutôt 45-50 chez les hommes, on n'a pas la même horloge biologique, que va souvent se produire un malaise intérieur. J'ai la vie que je souhaitais, mais je ne suis pas heureux. Ça génère parfois des demandes de coaching ontologique qui sont reliées par exemple au bore-out, voire le burn-out aussi. Suis-je vraiment authentique ou je joue souvent un rôle? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Mon corps commence à me lâcher, je développe une maladie. Jung propose la vision que la maladie est l'effort que fait la nature pour se guérir. C'est bien la somatisation, la maladie serait un effort de guérison sur un plan plus global. Quel est le sens de ma vie? Et là, des synchronicités se manifestent. Je vais vous relater un exemple qui m'est arrivé, qui va m'amener à devenir thérapeute. J'avais donc 45 ans et à l'époque, j'étais, suite au suicide de mon ex-femme, j'étais célibataire et je désespérais de rencontrer quelqu'un. Et je faisais des rencontres sur Mythique. Et lors d'une de ces rencontres, je partage mes lectures avec une femme et je lui parle de la prophétie des Andes de James Redfield. Et elle me dit, si tu as lu ça, il faut que tu lises Conversation avec Dieu, tu vas voir. Et moi, rien que le titre, ça me hérisse le poil.
et j'ai pas du tout envie de lire ce livre. Néanmoins, je pars au ski avec ma fille et sachant qu'il va y avoir de longues soirées, je vais acheter des bouquins et notamment Le pouvoir de la pensée positive. Et quand je trouve Le pouvoir de la pensée positive, il y a des piles de conversations avec Dieu. Je me dis, bon, allez, j'en prends un. Le premier soir du ski, je démarre Le pouvoir de la pensée positive, qui me paraît plus accessible. Et au bout de 10 pages, le bouquin ne me plaît pas du tout. Je le mets à la poubelle et je regarde le match de foot que ma fille était en train de regarder à la télé. Le lendemain, je skie à nouveau et en fin de journée, je fais une chute terrible où je m'enfonce le coude dans les côtes et j'ai 3 côtes cassées. Je dis à ma fille, t'inquiète pas, on va continuer à skier, enfin tu vas continuer à skier et moi je me mettrai au restaurant d'altitude. Et au restaurant d'altitude, après avoir lu l'équipe, l'autojournal, etc., je me dis qu'est-ce que je vais foutre toute la journée. Et là, je me souviens, il y a bien l'autre bouquin. Eh ben, je vais lire 3 fois ce livre les 3 jours qui vont rester. Je vais à la fois rire et pleurer, mais avec 3 côtes cassées, ça fait toujours pleurer. Ensuite, je vais avoir envie de le partager à des proches qui vont avoir la même réaction que celle que j'avais eue. Et je me dis, c'est pas possible, il faut absolument que j'arrive à parler de ce bouquin avec d'autres personnes. Car c'est un livre non religieux, mais plutôt spirituel. Et comme j'avais jeté le bébé avec l'eau du bain, avec la religion, j'étais devenu athée. Et là, je découvre qu'il existe une association à Paris qui travaille sur le matériel de conversation avec Dieu. Je contacte cette association et en fonction de mon emploi du temps, la responsable, la directrice, Nicole, me dit, écoute, Christian, on peut bien te recevoir dans ces horaires-là, mais c'est une formation de psychothérapeute. C'est un peu pareil, c'est juste structuré. Et là, moi, je lui réponds, mais je n'ai pas du tout envie d'être psychothérapeute. Elle me dit, tu viens et puis tu verras bien si ça te plaît ou pas. Et donc, je vais commencer cette formation et je vais aller au bout et je vais devenir psychothérapeute. Donc, c'est une synchronicité au sens que ce bouquin, il était sur mon chemin et l'analyse que j'en ai aujourd'hui, c'est que l'univers a quand même fait que je me pète 3 côtes pour que je le lise enfin. Est-ce que tu vas le lire? C'est un peu ça. Alors, je vous propose une question sur qu'est-ce qui me gouverne dans mes décisions. Est-ce que c'est la rationalité scientifique? Est-ce que ce sont mes intuitions, mon retour d'expérience, les synchronicités ou autre chose? Et voilà, le sondage est lancé. Donc, qu'est-ce qui me gouverne dans mes décisions? La rationalité scientifique, mes intuitions, mon retour d'expérience, les synchronicités autres. Alors, vous êtes à 81% et voici les résultats avec 59% mes intuitions, 18% mon retour d'expérience, 14% les synchronicités, 5% autres et 4% la rationalité scientifique. Génial. Ça me met en joie. Vous êtes au bon endroit ce soir. Ah oui, ça c'est sûr. Alors, la première phase de notre vie, la première phase, pardon, de notre vie, c'est l'accommodation aux injonctions parentales et à notre éducation, de notre milieu, et cela dans la croyance justifiée d'être accepté, aimé et progressivement de parvenir à s'intégrer dans la société. Durant cette première phase va se constituer la persona. Elle nourrit l'ombre car elle génère des frustrations non conscientes, refoulées dans cette dernière et se manifeste par les projections. Quand quelqu'un nous met en allergie, c'est qu'elle nous montre des comportements différents des nôtres. C'est justement ce que nous avons rejeté dans notre ombre pour se conformer. C'est le mécanisme de défense appelé projection. Et là, j'ai une anecdote qui m'est arrivée cet été. Je partageais à Yotis tout à l'heure, j'étais au Québec avec Caroline et ses 2 garçons, Lilian et Noé.
Et nous avons été là pendant 3 semaines et souvent avec un peu de promiscuité le soir à partager la même chambre. Et Noé, le plus jeune de ces garçons, va me mettre beaucoup en allergie. Et là, je sais que ça parle de moi. Et en fait, je vais découvrir que ce qui me met en allergie, c'est son enfant libre, un enfant libre surdimensionné, alors que moi, j'ai muselé cet enfant libre de par mon enfance. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recommencé un travail de thérapie pour aller euh, récupérer cet enfant libre, et c'est en cours. Chaque allergie est comme un détecteur de notre propre ombre et donc la guidance vers notre chemin d'individuation. C'est le chemin d'une vie. Je ne sais pas si j'arriverai au bout un jour. Jung va nous parler aussi d'archétypes et de l'archétype de l'anima et de l'animus. Mais déjà, un archétype, c'est quoi? C'est une forme pensée qui nous vient de la nuit des temps, et il y a par exemple l'archétype de la sorcière, l'archétype de Dieu, l'archétype de la mère, etc. Et parmi ces archétypes, l'anima et l'animus sont les parts masculines et féminines en nous. Une partie de notre inconscient nous vient de l'inconscient collectif et se manifeste sous forme d'archétype. Par exemple, face à un danger, nous allons avoir un comportement réflexe qui ne passe pas par le décodage du conscient. Si je suis face à un serpent, je ne vais pas réfléchir, je vais juste m'éloigner très vite. Ils sont mémorisés dans notre ADN depuis nos origines et nous gouvernent à notre insu. En particulier, ce qui est nécessaire à notre survie est notre reproduction. Et du coup, nous avons de façon instinctive la conscience du sexe opposé et cela nous manipule depuis la nuit des temps. Jung a identifié en particulier les archétypes de l'anima et de l'animus, l'anima étant la représentation de la femme, du féminin chez l'homme, et l'animus, la représentation de l'homme, du masculin chez la femme. Pour une femme, intégrer son animus, c'est-à-dire intégrer son masculin, va faire partie de son chemin d'individuation, lui permettant de développer ses qualités masculines et d'oser sortir des schémas imposés par l'éducation. Et ces qualités masculines sont l'esprit d'initiative, le courage, l'objectivité, on pourrait dire aussi la rationalité, et la sagesse spirituelle. Ça ne veut pas dire que si je suis une femme et que je ne suis pas individuée encore, je n'ai pas d'esprit d'initiative ou de courage, mais il va augmenter. Il est beaucoup plus présent chez les hommes. Cela va lui permettre une plus grande affirmation de soi. Pour un homme, à l'opposé, intégrer son anima va être d'intégrer l'éros au sens de la puissance créatrice, l'énergie sexuelle et artistique, et aussi de développer son intuition, qui est plutôt une qualité donc féminine. L'intégration de l'anima et de l'animus nous guérit des folies de l'illusion, du masculin et du féminin artificiel, et nous amène modération et agilité vis-à-vis du monde et de nos relations. La plus vieille des guerres est celle que se livrent les hommes et les femmes depuis la nuit des temps. Notre évolution en tant qu'humanité passe par une meilleure compréhension de notre nature profonde. Et là, on peut se questionner sur le phénomène non genré ou non binaire, qui pour moi est une tentative, peut-être maladroite, mais évolutive, d'intégration de l'anima et de l'animus, et de sortir du clivage masculin-féminin. Alors Jung dit, les crises, les bouleversements, la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. Et je peux dire que sur ce plan-là, je suis pas trop mal servi. Et je dis souvent, j'ai eu la chance d'avoir une vie difficile et j'ai encore la chance d'avoir une vie difficile car ça m'oblige
à m'individuer, en tous les cas, à expérimenter un autre chemin de vie. C'est en explorant notre ombre comme un oignon, couche après couche, que nous allons pouvoir engager le véritable processus. L'ombre est constituée des choses que nous n'avons pas choisies, de nos frustrations que nous avons refoulées dans notre inconscient, très souvent reliées au sourd-moi, appelé garde-fou, c'est-à-dire fais pas ci, fais pas ça, fais plaisir à maman, sois parfait, toutes ces injonctions parentales et pas seulement parentales. Ça va générer dans l'ombre des pulsions sexuelles qui peuvent être démesurées, de la manipulation, du harcèlement, de la jalousie, de la haine, de la honte. Ça peut être des choses positives, c'est-à-dire je peux avoir une créativité qui a été refoulée car politiquement incorrecte. Par exemple, un artiste peintre, ça gagne pas bien sa vie. Tu vas faire médecin. Le syndrome de l'imposteur, car je peux avoir l'impression que je ne suis pas assez bien, que c'est juste une. En tous les cas, je ne crois pas en la personne que je suis. Les autres me reconnaissent, mais moi je ne me reconnais pas. Et enfin, bien sûr, des allergies. L'ombre va remonter à la surface pour fêler la persona. La thérapie ou le coaching va être aidant, car l'humain ne change que dans la souffrance. Je ne suis pas en phase avec mes valeurs profondes qui remontent à la surface. Michel Audiard disait « J'aime les gens fêlés, car ils laissent passer la lumière ». Par rapport à ce que tu disais, Yotis, tout à l'heure, je vais avoir la chance de me faire coacher par Max quand il va passer son MCC. Et il va me poser cette question. Je lui dis que tout va bien dans ma vie sur le plan professionnel, mais que sur le plan personnel, c'est la cata. Je suis seul et je déprime. Et il va me poser cette question. Quel lien fais-tu entre le fait d'être seul et le sentiment de solitude? Car je lui parle de solitude. Et là, je fais le lien. Je me dis, à ce moment-là, je suis thérapeute, j'accompagne des personnes qui sont en couple et qui, pour certaines, se sentent profondément seules. Et je fais le lien que la solitude n'est pas reliée au fait d'être seul, mais est reliée de ne pas être connecté à soi-même. Et à partir de ce moment-là, je ne vais plus relier le fait d'être heureux, d'être dans la joie, d'être présent à moi-même, au fait d'une relation. Et c'est ce qui va faire que je vais changer d'énergie et que je vais du coup être plus attirant. Et qu'une relation va venir à ma rencontre. Alors, à ce moment-là, je mets un genou à terre. Ok, je ne suis pas le personnage. Ok, c'est pas la vie que je veux. Alors, pour certains, ça va passer sous la forme d'une prière qui peut se résumer ainsi. Mon Dieu, aide-moi à me changer. Dans Conversation avec Dieu, Neale Donald Walsch nous raconte qu'il va visiter son père, qui a environ 80 ans, et qui va bientôt mourir. Et en général, il ne dit rien. Et ce jour-là, il se met à parler et il dit « Je vais bientôt crever et j'aurai rien compris à ce que je suis venu foutre ici. » Et Neil rentre chez lui et cette phrase lui trotte dans la tête et il se dit « Je suis en train de suivre le même chemin. » C'est ce qui va l'amener à se questionner sur l'univers, sur la vie, et il va poser la question à Dieu et Dieu va lui répondre. C'est l'idée de cet échange qui est très spirituel. Et voilà que le monde change autour de moi. Ou plutôt, c'est pas le monde qui change, mais c'est la perception que j'en ai. C'est pas du tout une capitulation, mais bien au contraire une remise en question, une mise en perspective par l'expérience de ce qui ne fonctionne plus, dans un esprit qui commence à se libérer. Enfin, libéré des scories de l'illusion de la toute-puissance de pouvoir blesser l'autre, de pouvoir contrôler la réalité, de vouloir paraître des vanités individuelles, des rivalités, du jugement.
Il s'agit d'une action libre dans la joie de se mettre au service de l'ensemble, de contribuer. Platon le résume ainsi: j'ai beaucoup fait, et si seulement je réussis à animer dans celui qui m'écoute le souvenir de ce qu'il sait déjà. On est dans la présence et on est dans le coaching. L'illusion de la séparation se dissout. Je me rends compte que je ne suis pas séparé de tout ce qui m'entoure. Et je vous livre cette phrase qui m'a ému: tout ce qui arrive à la terre arrive au Fils de la terre. Ce n'est pas l'homme qui a tissé la trame de la vie. Il en est seulement un fil. Tout ce qu'il fait à la trame, il le fait à lui-même. Alors, ce qui va me passionner aussi dans cette histoire de Jung, c'est sa rencontre avec Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli va être prix Nobel de physique et il a des problèmes avec les femmes et il va rencontrer Jung pour faire une thérapie. Et Jung, comprenant de qui il s'agit, lui dit: on a autre chose à faire ensemble. Et il l'envoie vers son assistante pour la thérapie. Et ils vont échanger des correspondances pendant près de 40 ans, où ils vont tenter de mettre en évidence une corrélation, un lien entre la physique quantique et la psyché humaine. Et ils vont établir des liens avec le soi, l'inconscient collectif et notamment les synchronicités. La physique quantique de Pauli met en évidence qu'une microparticule peut être à la fois onde et particule, suivant la psyché de l'observateur qui va influencer sa polarisation. Il y a donc un lien entre l'infiniment petit, la matière, qui, suivant comment on l'observe, disparaît sous forme d'énergie et d'onde, et l'observateur et la psyché de l'observateur. Le second phénomène que va mettre en évidence Pauli, c'est le phénomène d'intrication quantique. Se trouve au-delà de l'espace et du temps, dans ce monde invisible, pour nos sens, esprit et matière sont reliés. Dans l'intrication quantique, si on éloigne deux microparticules qui ont été reliées à l'autre bout de l'univers, l'une de l'autre, si on agit sur l'une, l'autre réagit en même temps et il n'y a plus de notion d'espace et de temps. L'hypothèse avancée est que les inconscients individuels seraient intriqués avec l'inconscient collectif, lui-même intriqué avec le monde de la matière. C'est ce que Pauli et Jung vont en tirer comme conclusion. Il y a un parallèle possible avec les synchronicités qui émergeraient de ce monde, les rêves prémonitoires émergeant potentiellement de nos inconscients individuels et collectifs, dans une temporalité différente de notre conscient. Par exemple, Pauli va visualiser des solutions à ses recherches lors de rêves prémonitoires, et ce que dit Jung, c'est que si on fait preuve de rigueur scientifique, le rêve prémonitoire étant un fait avéré, montre bien que notre esprit est indépendant de notre cerveau, qu'il peut voyager dans le futur, revenir dans le présent pour nous relater ce qu'il a pu voir dans un futur. Le Dalai Lama dit: je me laisse guider par la synchronicité et ne laisse pas les attentes entraver mon chemin. Les attentes sont reliées à un futur fantasmé, alors que les synchronicités émergent de l'instant présent. Quels sont les freins à l'individuation? Déjà, le besoin de cohérence pour me protéger de la folie va renforcer dans un premier temps mon ego, car mon ego va me rassurer. Et puis, il m'a permis jusqu'ici d'être un petit peu mon enveloppe psychologique, un peu comme une peau qui fait que je me blesse pas quand je touche les autres personnes. L'illusion du besoin, car le manque est dans la vibration de l'ego et aussi de l'inconscient collectif. L'autonomie, qui est une pratique pour accompagner les enfants à la naissance, va mettre en évidence que si on pose le bébé, le nouveau-né, sur le pubis de la maman, il va spontanément ramper jusqu'au sein et il va engrammer en lui qu'il n'aura jamais de manque. Et l'illusion du manque nous vient de très très tôt, car le bébé in utero a la nourriture sur commande
Et dès qu'il arrive, dès qu'il naît, il va vivre le manque, sauf s'il y a ce rituel qui est fait. Et ça va changer la vie de beaucoup de jeunes adultes qui n'auront plus cette peur de manquer. Le refoulement de mes émotions génère une énergie liée et bloque le mouvement, alors que la vie est mouvement et impermanence. Je suis bien placé pour le savoir, j'ai beaucoup bloqué mes émotions, c'est encore quelque chose sur lequel je travaille aujourd'hui. Ça nous vient du latin emovere, qui veut dire énergie qui nous met en mouvement. Le coaching va beaucoup s'appuyer sur le questionnement des émotions. Et il y a quelque chose qui me rassure avec ChatGPT et l'IA, c'est que l'IA est dépourvue d'émotions. Et donc là, l'humain a encore sa place. Ce qui me coupe de ma singularité, la culpabilité, qui est le moteur souvent du triangle de Karpman, la dualité bien-mal que Jung va aborder au travers des paires d'opposés, ainsi que l'anima et l'animus. L'illusion de pouvoir faire du mal à l'autre, l'illusion de toute puissance. L'autre n'est qu'un reflet de moi-même. Nous ne sommes pas séparés, mais en interrelation. Et enfin, l'illusion de la finitude, de la mort, de l'identification au corps, au cerveau, crée une peur inconsciente qui nous soumet au mental et nous éloigne de la présence. En d'autres termes, ce sont tous ces freins qui vont, quelque part, rendre difficile ce chemin d'individuation et qu'il va falloir décortiquer une par une. Se souvenir de ce qu'on sait déjà est au cœur du processus d'individuation, car le grand soi, notre nature profonde, depuis notre naissance, va tenter par tous les moyens de devenir conscient de lui-même. C'est une voix intérieure qui se manifeste dans la présence à soi, à l'autre, par la méditation, par nos intuitions, par les synchronicités. La magie de la création artistique, l'âme agit. S'éveiller, c'est accueillir ce processus, car si une porte s'ouvre vers plus de compréhension de qu'est-ce que je fais là, le monde autour de soi ne change pas, mais la perception que j'en ai. C'est un chemin qu'on parcourt seul, avec l'aide d'un guide spirituel, d'un mentor, d'un thérapeute, d'un coach. La patience, le temps en sont la clé, car on a l'impression d'être un extraterrestre, d'être décalé. Un des indicateurs que nous avançons sur ce chemin, c'est la gratitude. C'est l'indicateur d'un changement intérieur. Un jour, j'étais bloqué sur une toile, je rencontre un peintre assez âgé et il me dit, tu es bloqué sur cette toile, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça doit être l'inspiration. Je lui dis, c'est ça, je suis en manque d'inspiration. Et il va me regarder droit dans les yeux et me dire, écoute, l'inspiration, ça n'existe pas. Tu te mets derrière ta toile et tu peins. Je lui dis, oui, mais je peins quoi? C'est pas toi qui peins. Laisse-toi traverser par la peinture. Et depuis, je n'ai plus jamais été bloqué sur une toile. Réunir les paires d'opposés est aussi le chemin masculin-féminin. C'est notre nature spirituelle qui se transcende dans l'incarnation. Elle permet d'expérimenter et de choisir en conscience. Ce sont les paires d'opposés. Je ne peux expérimenter l'amour que si je peux expérimenter le contraire, la peur. Je ne peux pas expérimenter le chaud si je ne peux pas expérimenter le froid. Ce serait le sens de l'incarnation, c'est-à-dire de faire des expériences. En allant à la quête du divin en soi, nous n'avons plus besoin de projeter sur des icônes. Le divin est en nous. Dans Conversation avec Dieu, Dieu répond à Neil, le plus important n'est pas savoir de qui parle, Dieu, mais de savoir qui écoute, le divin en soi. Les personnes en fin de vie témoignent de l'essentiel de ce qu'elles retiennent, avoir aimé, donner, contribuer au monde, et sans doute le plus difficile, recevoir. Et ce que Jung dit aussi, c'est que les personnes en fin de vie, dans les dernières heures, sont la plupart du temps extrêmement sereines de ce qu'elles vont trouver ensuite.
En même temps, nombreux sont ceux qui vont se rassurer dans une rationalité scientifique qui n'est qu'une tentative éphémère pour exprimer les faits. Erwin Laszlo, qui a été prix Nobel de la paix, dit cette phrase que je trouve assez drôle: espérer comprendre le comportement humain en se contentant d'observer le cerveau reviendrait à essayer d'analyser une émission de télé en démontant le poste et en regardant par où passe le courant. No comment. La présence se manifeste par une écoute active, pas seulement avec la tête, mais aussi avec le cœur et le corps. La présence part du présupposé que mon coaché sait déjà et qu'il a juste à laisser être. Quand le phénomène se produit, le champ change car je reconnais son potentiel. Pour le coaché, c'est la prise de conscience qu'il peut revisiter, recréer le passé et se libérer de croyances et entrevoir un futur inédit, inspirant, plein d'espoir. Cette perspective est souvent accompagnée de joie ou d'émotion. Le coach n'est pas dans le contrôle, il laisse son coaché être et fait à 100% confiance au processus de coaching dans un lâcher-prise. Comme dirait mon ami Marcel Gemme, il danse avec son client. Et là, j'ai un témoignage que je vais essayer de raccourcir compte tenu de l'heure sur la différence entre le contrôle et la maîtrise. Un jour, il m'est venu, j'ai fait un lien sur un stage de conduite sur glace où ce qui a été mis en évidence, c'est que pour rester sur le circuit, il faut déjà regarder dans la direction où on veut aller et non pas dans le décor où on a peur d'aller, débrayer, c'est-à-dire lâcher prise, et bien sûr tourner le volant pour aller là où on veut aller. Déjà, si on ne regarde pas au bon endroit, on ne va pas aller au bon endroit. Mais ça ne fonctionne, ce lâcher prise et en conduite sur glace, que si je suis à 100% présent. Si je pense à autre chose, ça ne va pas fonctionner. Et donc, c'était assez révélateur de la différence entre contrôle et maîtrise. Les liens entre présence et individuation, un des chemins de la présence est l'intuition. C'est une aptitude à connaître quelque chose d'emblée, sans passer par l'intellect. C'est une révélation directe. L'intuition peut-elle être déclenchée par une synchronicité? Quand j'ai commencé ma carrière de thérapeute, j'avais régulièrement des intuitions. Et je me posais la question, est-ce que je peux faire confiance à ces intuitions? Et un jour, j'ai une occasion. Un type vient pour travailler sur une jalousie maladive. Il vient de se remettre avec son ex-femme après 10 ans de séparation. Et il me dit, ça fait que quelques mois qu'on est ensemble, et que comme je suis extrêmement jaloux, je vais la perdre. Et donc, je voudrais travailler là-dessus. Et moi, ce qui me vient, c'est que je connais cette femme. Je sais qui est cette femme. J'ai aucune information. Je vais donc lui poser quelques questions sur sa profession, son prénom, etc., son âge. Et ça va bien me confirmer que c'est une femme que j'avais rencontrée un soir, avec qui j'avais dîné, une rencontre mythique. Et en fait, il portait sur lui l'énergie de cette personne que je connaissais. Et de lien en lien direct, en présence, elle m'est venue, son visage m'est apparu dans ma tête. À partir de ce jour-là, je me suis dit, je peux faire confiance à mes intuitions. Le silence chez les bouddhistes, le non-être, est un espace sans limite entre le soi et l'univers, le soi et l'inconscient collectif. En résumé, la présence à l'autre passe par la présence à soi, afin d'être pleinement disponible à l'autre. J'ai encore une autre anecdote que je vais faire très courte. Un disciple demande à un maître, Maître, qu'est-ce qui fait la différence entre vous et moi? Et le maître répond, la seule différence qui est entre vous et moi, c'est que moi je le sais. Ok, le fait que vous sachiez que vous êtes un maître fait de vous un maître. Oui. Et qu'est-ce qui fait que nous, on ne le sait pas alors? Parce que vous êtes distrait. Et dans le sens où vous êtes distrait, c'est que vous n'êtes pas présent.
L'individuation va me permettre de rentrer lors des séances de coaching dans un état de disponibilité à l'autre. C'est vraiment la présence. Je pense avoir tenu le timing, j'ai même 2 minutes d'avance, mais je ne me souvenais pas s'il me restait un slide ou pas. Je Ah, il n'y a pense. plus qu'à regarder. Et je peux vous dire que j'ai un vrai driver par rapport au temps et que pour moi, de ne pas déborder en termes de temps est une question de qualité importante qui parfois me gouverne. En tout cas, merci beaucoup, Christian. Alors, oui, hein, tu peux rester sur la slide que tu veux d'ailleurs. Voilà. Donc, un grand merci, Christian, pour cette belle présentation éclairante et inspirante. Et j'aimerais également remercier Nathalie Blin qui a répondu à toutes vos questions techniques. Alors, Nathalie est ambassadrice ICF Synergie pour le Québec. Elle est également membre d'ICF Québec et experte du pôle événements chez donc ICF Synergie. Bonsoir ou plutôt bonjour Nathalie. Comment ça s'est passé ce matin pour toi? Cet après-midi. Ah, cet Alors, après-midi. ça s'est très bien passé. J'ai l'impression que les synergiens étaient très attentifs parce que j'ai eu très peu de problèmes, très peu de questions. Ils étaient tous à l'écoute de Christian et ils buvaient ses paroles. C'était comme une séance presque de méditation, hein? Oui, oui. Tu as un ton de voix qui apaise, Christian. Donc, alors, il y a beaucoup de merci, 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 super agréable, très agréable, c'était passionnant. C'est fantastique. Je pense que là, tu nous as tous apaisés. Donc, on est prêt à se diriger tranquillement, mais sûrement vers la folie du temps des fêtes. J'espère que je vous ai endormi, mais apaisé, ça me va. Apaisé, Alors, apaisé. il y a une question justement sur le titre du film dont tu as parlé en début de webinaire. Oui. Ah, il s'agit de. Alors, mon accent anglais est un peu pourri, mais il s'agit de A Dangerous Method avec Keira Knightley qui joue une patiente russe, Viggo Mortensen qui joue Freud, et j'oublie Jung, pourtant c'est un acteur que j'adore. Et donc c'est la rencontre entre Freud et Jung. Et il y a notamment la scène de la bibliothèque. Alors je ne sais pas si je peux juste raconter cette scène. Oui, C'est vas-y, là vas-y. où, en fait Freud réfute le côté spirituel, la dimension du soi, etc. Et les synchronicités. Et Jung lui dit la bibliothèque va craquer. Et donc Freud, voilà, c'est quoi ce truc, quoi? La bibliothèque craque. Alors, elle va recraquer. La bibliothèque recraque. Et là, Freud dit, on va quand même pas établir des théories sur des élucubrations de bibliothèque. Et c'est leur divorce, parce que Jung a tout le temps ces perceptions de synchronicité, d'intuition, etc. Et il va dire, ben, Freud est dans les certitudes, alors que moi, je suis dans le doute. Un très très bon film qui est sorti il y a une dizaine d'années, 10-15 ans, très bien joué et qui relate assez fidèlement les différences entre Jung et Freud. Et en effet, un très très bon film. Alors, waouh, merci beaucoup, c'était passionnant, nous dit Nathalie. Stéphanie nous dit super timing, très agréable, merci. Donc, on a énormément de merci pour cette séance de profondeur, nous dit Monique. Merveilleuse présentation, merci Christian, nous dit Stéphanie. Merci de la part aussi de Françoise. Donc, il y a énormément de remerciements et ça continue, ça continue. Donc, merci Nathalie. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons qu'il vous sera bénéfique pour développer votre réflexion sur le sens de la vie et pour affiner votre positionnement en tant que coach.
Si la réponse est oui, mettez un petit pouce bleu sous cette vidéo pour nous envoyer un peu d'ocytocine et augmenter nos niveaux de dopamine. Mettez des petits cœurs un peu partout. Vous savez comment faire. Partagez, commentez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de cette vidéo. Et si vous voulez être informé de la mise en ligne de nos prochaines vidéos, cliquez sur la petite cloche. Au nom de toute l'équipe de l'ICF Synergie, je vous dis merci. Rayonnement, synergie, ouverture, bienveillance, partage, coaching, tous ces mots définissent nos actions. Ils définissent également notre vision qui est que notre communauté francophone participe activement et internationalement au rayonnement du coaching et puisse ainsi contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Et Christian, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, je vais le poser sous forme de question. Et si j'étais un être divin faisant une expérience humaine, qu'est-ce que cela changerait? Merci de m'avoir écouté ce soir. Ça a été un plaisir pour moi de découvrir ce format particulier. Et merci Yotis, merci Nathalie. Merci Christian, merci Nathalie, merci à vous toutes et tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.